La Omra ou petit pèlerinage rapporte à l'Arabie Saoudite chaque année pas moins de 3 000 milliards de francs CFA de recettes. Sa valeur globale est tout simplement inestimable puisque les pèlerins proviennent du monde entier, faisant ainsi tourner de nombreux secteurs allant des agences de voyage aux compagnies aériennes, sans oublier l'hôtellerie et la restauration. Mais qu'en est-il du Mali? Que rapporte la Omra à l'économie nationale? Quels sont les secteurs qui en profitent? Combien faut-il débourser pour accomplir le petit Hajj? Le lucratif business de la Omra, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, notre thème porte sur le lucratif business de la Omra. Avant d'en débattre, je vous invite à découvrir le portrait de notre invité principal. Amadou Arbonkana Maïga est le directeur général de Dunia Travel Service depuis février 2023. Il cumule plus de 2 décennies d'expérience dans le secteur touristique avec une expertise en ingénierie commerciale, en marketing et en organisation de voyages, notamment pour le Hajj et la Umrah. Monsieur Maïga a véritablement commencé sa carrière professionnelle chez West Air en 1997. Il y a occupé le poste de responsable du département tourisme avant d'en devenir le gérant en 2001. Au fil des années, Amadou Maïga a affiné son savoir-faire en conception de circuits touristiques, en gestion logistique et en relation avec les tours opérateurs internationaux. C'est ainsi qu'en 2002, M. Maïga rejoint Tam Voyage en tant que responsable du service tourisme, puis on devient le directeur commercial et tourisme du groupe Tam Clédou Voyage de 2011 à 2023. À ce poste, Amadou Arbonkana Maïga développe des stratégies commerciales innovantes, en particulier pour les voyages religieux, les tourismes d'affaires et les colonies de vacances. Parallèlement à cela, AAM enrichit son parcours académique en obtenant un DSS MBA en ingénierie commerciale, marketing et distribution à Submanagement Bamako en 2011. Avant cela, Amadou Arbonkana Maïga a obtenu une maîtrise en anglais en 1996 à l'École normale supérieure de Bamako. Au-delà du cadre entrepreneurial, ce chef d'entreprise et cofondateur est président d'honneur de la Fédération nationale des guides de tourisme du Mali. Il est actuellement secrétaire général de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Très impliqué dans le secteur du Hajj et de la Umrah, à travers son rôle d'administrateur à la Maison du Hajj depuis 2013, M. Maïga a participé à plusieurs formations et séminaires à l'international, notamment en Tunisie, en Suède et en Ouganda. Amadou Arbonkana Maïga, directeur général de Dunia Travel Service et secrétaire général de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme, est l'invité principal de Entreprendre. C'est un réel plaisir de recevoir Amadou Arbonkana Maïga, directeur général de Dunia Travel Service, par ailleurs secrétaire général de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Monsieur Maïga, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Amar, c'est moi qui vous remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de parler de nos activités. Alors, comme cela a été dit dans votre portrait que l'on vient de voir à l'instant, vous avez lancé votre structure en 2023, mais avant cela, vous évoluez dans le secteur depuis une vingtaine d'années. Tout à fait. Depuis 1997, j'évolue dans le secteur du tourisme. Je dirais que c'est un rêve qui est devenu réalité depuis pratiquement
1984-85, quand j'étais en 6e encore, il y avait un monsieur qui est venu qui parlait anglais, qui m'a beaucoup émerveillé. Et j'ai demandé à Dieu, le Tout-Puissant, de me donner aussi un jour la possibilité de pouvoir parler anglais. Et depuis la 7e, on m'appelait teacher. Et je suis devenu teacher par la force des choses, grâce à Dieu. Je suis devenu teacher. Mais en devenant teacher, peut-être ce n'est pas mon souhait, c'était de ne pas aller dans la classe, c'est d'aller à la découverte du monde. La découverte du monde. Et le tourisme m'a offert cette opportunité d'aller à la découverte du monde. Qui veut découvrir le monde doit effectivement maîtriser l'anglais, c'est votre cas. Vous êtes très actif dans le monde associatif, particulièrement au niveau de l'association malienne des agences de voyage et de tourisme, comme cela a été dit. Justement, est-ce que vous pouvez là aussi revenir sur le rôle de votre organisation? Le rôle de notre association, c'est comme toute autre association, c'est un syndicat. C'est un syndicat d'agence, c'est un syndicat patronal pour défendre les intérêts de ses membres. C'est la première association de tourisme au Mali qui a été créée en 1990. Et aujourd'hui, vous avez combien de membres? Nous avons à peu près 170 membres. 170 membres. Oui. Et on va voir tout à l'heure au niveau de l'organisation du secteur combien d'agences de voyage existent. Mais avant, je vous invite à regarder ce grand angle. Bien que n'étant pas obligatoire, la Omra est un acte spirituel pratiqué par de nombreux fidèles musulmans, ce qui fait que plusieurs activités se sont créées autour pour le plus grand bonheur des entrepreneurs du secteur. Regardons ce grand angle. Malgré la conjoncture économique, le marché de la Oumra reste florissant au Mali, pays où les musulmans représentent plus de 95% de la population. Ceux qui veulent faire un petit pèlerinage passent uniquement par le secteur privé à travers les agences de voyage. Pour le moment, la Maison des Hadj n'organise pas la Oumra, malgré que les textes nous autorisent à organiser, mais pour le moment, c'est seulement les privés qui l'organisent. C'est-à-dire, si un Malien veut aller à la Oumra, il peut aller en groupe avec les agences de voyage, ou bien individuellement, qui cherchent seulement le visa, et puis tu iras en Arabie Saoudite pour faire la Oumra. La Oumra, c'est-à-dire, tu vas aller faire les 7 tours de la Kaaba et les Safa Marwa après avoir pris l'intention. D'année en année, le nombre de pèlerins maliens augmente, excepté les années de Covid-19. Contrairement au grand pèlerinage qui est obligatoire pour toute personne ayant les moyens, le petit Hajj n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé de le faire pendant le mois de Ramadan, ce qui correspond à la haute saison pour les entreprises qui évoluent dans ce secteur. On peut estimer l'impact économique de ces deux rituels, par exemple. Pour le Hajj, c'est annuel, donc c'est centaines de milliards qui sont débloqués pour aller faire le Hajj à la Mecque. Donc, il y a des Maliens qui vont profiter de ces événements, surtout les agences de voyage, donc qui emploient des Maliens. Donc on peut dire que ça contribue à créer l'emploi. Ça peut être un emploi permanent, ça peut être un emploi aussi parfois momentané, donc 3 mois, 6 mois. Voilà des Maliens qui gagnent. Donc ceux qui gagnent vont investir ça aussi dans l'économie malienne qui va profiter encore. Pratiquement tous les vols réguliers sont presque pleins et il y a encore 2 vols charter qui sont presque pleins. Donc ça montre que, alhamdoulilah, il y a assez de clients en 2025 et en 2024. Pour les petits pèlerins, surtout vers les mois de carême, c'est entre 2 600 000 et 2 800 000. Une fois le montant payé, le pèlerin est entièrement pris en charge de son départ à son retour. Et puis aller-retour par là. Et on a frais d'hôtel, Marina, et les Woro, au Bala, Saranit les Tanolo la Reke. Bon, Agnit les Woro, Marina, hôtel Bala, Tumini Bala, Bebala. Hari Kanta Karla, Kata, Anabo Marina, Katana Yamaka, Ani, et Angata Yorum Lagé. Voilà, Ziara frais Bebala. La Oumra peut se faire tous les mois de l'année à la différence du Hajj qui ne peut se faire que pendant le dernier mois de l'année musulmane appelé en arabe
Dhu al-Hijja. Bien qu'il n'y ait pas de quota, les autorités saoudiennes ont mis en place un dispositif digital qui permet de fluidifier les déplacements. La Umrah, il n'y a pas de quota, c'est ouvert comme je vous avais expliqué, c'est durant toute l'année, il n'y a pas un quota, mais chaque semaine, l'Arabie Saoudite met sur la plateforme un quota pour chaque pays, et dès que le quota est mis à la plateforme, soit c'est 200, soit c'est 150, si c'est fini, vous allez attendre la semaine prochaine, et c'est au fur et à mesure. Donc il n'y a pas un quota fixe, c'est pour cela que vous trouvez que voilà, les gens qui vont seulement pendant le mois de Ramadan faire la Umrah, ça dépasse 20 millions. Or que pour les Hajj, en tout pour tout, ça tourne autour de 3 millions. Pour effectuer la Umrah, il faut débourser entre 2 millions et 2,8 millions de francs CFA en fonction de la période. Pour le directeur général de la Maison du Hajj, ces montants sont dus à plusieurs facteurs. Dit vraiment au changement du monde, et après Covid, tout a changé. Les billets d'avion ont augmenté, les prix des carburants ont augmenté, et il n'y avait pas de taxes. Et maintenant, c'est taxé. Il y avait beaucoup d'innovations aussi en Arabie Saoudite, voilà, qui du coup est impacté sur le coût du Hajj et encore même le dollar. Le dollar qu'on a avant 2 ans, 3 ans, 500, 550, aujourd'hui c'est jusqu'à 650, sinon même 675 souvent. Voilà, ça dépend. Donc tout ça là, devise est chère. Il y a et même la TVA. En Arabie Saoudite, il n'y avait pas de TVA. Aujourd'hui, il y a TVA de 15% pour toutes les opérations qui concernent le Hajj ou bien la Umrah. D'après les données de l'Autorité générale des statistiques d'Arabie Saoudite, GASTAT en acronyme, au 3e trimestre 2024, dans le cadre de la Umrah, le Royaume saoudien a enregistré 6 254 751 pèlerins, dont 3 348 512 internationaux. Cela représente une augmentation de 35% par rapport à la même période en 2023. Nous allons bien sûr revenir en détail sur certains points qui ont été évoqués dans ce reportage que l'on vient de voir. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir 2 autres invités. Monsieur Ibrahim Diaby, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes ancien délégué général du Hajj. Vous l'avez été de 2017 à 2019. Vous avez été conseiller technique au ministère des Affaires religieuses et du culte de 2017 à 2021. Vous êtes professeur d'enseignement supérieur, membre du Haut Conseil islamique. Bonsoir, Imam Ousmane Diarra. Merci beaucoup. Vous êtes expert comptable, donc membre du Haut Conseil islamique également. Vous êtes donc chroniqueur également ici à Témer. Vous avez une émission Islamia Baro. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Monsieur, brièvement, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse sur le marché de la Umrah au Mali? Je vais commencer par vous, monsieur Diaby. Merci, monsieur Amar, et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Et les marchés de Umrah au Mali, disons que c'est un marché qui, comme ça a été dit lors des différents reportages, qui est assuré par des secteurs privés, à savoir les agences de voyage. Donc, contrairement au Hajj, ce marché est ouvert tout au long de l'année, c'est-à-dire ça couvre les 12 mois de l'année, avec des périodes de pic, telles que par exemple les mois de Ramadan, et tels que certains mois sacrés, où on a beaucoup de candidats pour ces petits pèlerinages. Et c'est un marché quand même qui permet, le fait que ça ne soit pas cyclique à la différence des Hajj, ça permet quand même aux agences quand même de pouvoir tourner et de faire certains profits et même garantir quand même des charges courantes. Alors, vous l'avez dit, contrairement au Hajj, la Umrah, on l'a fait tout le temps, même pendant le Hajj, d'après ce que j'ai pu comprendre, Imam Diarra. Effectivement, c'est à tout moment. Généralement, les Maliens qui n'ont pas tellement la chance de pouvoir le faire constamment, quand ils partent au Hajj, ils profitent de l'occasion pour faire plusieurs Umrah. Ceux qui ont les moyens aussi, de temps en temps, ils partent aussi pour s'enrichir spirituellement.
Alors, monsieur, on va commencer par donc analyser le marché en regardant cette première infographie qui va nous amener à parler des agences de voyage et de tourisme reconnues au Mali. On parle de pas moins de 500 agences de voyage et de tourisme, monsieur Mega. Oui, tout à fait. Et vraiment, le secteur des agences est très, très ouvert. Il y a une très forte concurrence due au nombre. Bon, mais l'Umrah, c'est pas tout le monde aussi qui organise l'Umrah. Et il y a à peu près une vingtaine d'agences qui détiennent des contrats Umrah. Donc il y a des contrats qui sont mis en place pour les agences pour pouvoir faire les visas Umrah. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Parce que ça demande quand même une certaine capacité financière pour pouvoir faire les contrats Umrah, garantir les émissions. Et avant, il y avait même une caution, mais maintenant, il n'y a plus de caution. Il n'y a plus de caution. Parce que c'est un système électronique, tu déposes l'argent et tu fais les visas jusqu'à concurrence du montant déposé. Donc, sur les 500, il n'y en a pas plus de 50 qui organisent l'Umrah. Voilà. Les 500, c'était d'abord le tourisme qui était créé, parce qu'avant, dans les années 2000, vous savez, le Mali était une grande destination touristique. C'est ce qui est resté. Donc après le tourisme, ils s'est tourné vers les Hajj. Mais l'Umrah, quand même, reste encore un secteur un peu privilégié, où c'est vraiment... c'est pas tout le monde qui a de la clientèle pour l'Umrah. C'est pas tout le monde. Mais justement, monsieur, je vous fais réagir juste après cette autre infographie que je vous invite à regarder. On parle de 175 000 francs CFA de frais de visa. Monsieur Diaby, avant de vous faire réagir, justement, je veux revenir à vous, monsieur Mega. Comment, à ce niveau, c'est organisé en fait, il n'y a pas que le visa. Les agents de voyage offrent un package. Justement, avant de revenir voilà, maintenant, il peut prendre, c'est-à-dire, il peut prendre le visa seulement, il peut prendre le billet d'avion, comme il peut prendre aussi le package complet qui comprend et le visa, et le billet d'avion, et l'hébergement, et la restauration, et les visites de sites historiques. Tout ça, c'est ça le package en fait. Monsieur Diaby, quelles sont justement les avancées notables qui ont été enregistrées au fil des années? Si avancées il y a bien sûr. En matière de Umrah. Umrah, bien sûr. Oui. Première avancée, d'abord, en fait, avant, c'est-à-dire, la Umrah était organisée pendant un certain nombre de périodes. Mais c'est à partir, je crois, de 2021-22, comme ça, qu'on a commencé à ouvrir carrément. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de l'année. Ça, c'est une avancée notable. Et c'est ce qui a permis aussi même de baisser un peu les prix des visas. Parce qu'avant, les prix des visas, ça avoisinait à peu près 500, sinon 400 000. Mais avec vraiment ce système et cette affluence, le prix a été ramené jusqu'à 175 000 et souvent 200 000, etc. Donc, ça peut être considéré comme des avancées à la matière. L'autre avancée aussi, c'est la possibilité qui est donnée même aux candidats de pouvoir juste prendre d'aller faire Umrah, ça pourtant passer par faire recours au service, par exemple, d'une agence. Par exemple, si moi je dispose, par exemple, d'un certain nombre de visas, d'un visa de visite, je peux me rendre en Arabie Saoudite, faire ma Umrah et puis assurer mon hôtel et ma restauration sans pourtant faire recours à l'accompagnement d'une agence de voyage. Je pense qu'il y a une période au moins 2 semaines avant le Hajj. On ne peut pas faire la Umrah. Comment s'organiser, messieurs? Effectivement, à partir du 29 avril, tous les pèlerins Umrah doivent sortir. Et le 13 avril, personne ne peut plus rentrer pour l'Umrah. 13 avril, c'est la date limite d'entrée pour tous qui veulent faire l'Umrah. Et non pas les internationaux, c'est ça? Pas les internationaux. Même là-bas, à l'interne, ils vont arrêter. C'est-à-dire, même au niveau domestique? Au niveau domestique, ils ont la possibilité de partir. D'accord. Mais au niveau international, à partir du 13 avril, il n'y aura plus de pèlerins Umrah jusqu'au 10 juin. Pourquoi? Parce que le Hajj s'approche. D'accord. Parce que le Hajj s'approche. Il y en a qui tentent aussi de profiter de l'Umrah pour faire le Hajj. Donc c'est ça. Et, et ceux qui rentrent le 13 avril, ils doivent sortir impérativement le 29 avril. Ils doivent sortir impérativement le 29 avril. Ce que je voulais ajouter, c'est ce que Diaby a dit comme avancée. On n'a plus besoin de paperasse pour avoir le visa. C'est une grande avancée qui est arrivée dans les années 2019-2020. Tu envoies juste la copie de ton passeport
comme Dubaï, comme le visa de Dubaï. Avant, il faut fournir tout un tas de papiers pour avoir le visa. C'est une avancée notoire. Et jusqu'à récemment, si ce n'est au mois de février, là, on a connu une certaine lenteur dans la délivrance. En moins de 24 heures, tu as le visa Umrah. C'est une grande avancée. Justement, en parlant d'avancée, on va voir au niveau du coût de la Umrah. Je vous invite à regarder cette autre infographie. Hors Ramadan, le coût moyen de la Umrah, 15 jours, donc 2 semaines, c'est 2 millions de francs CFA en moyenne. Et pendant la haute saison, donc pendant le mois de Ramadan, 15 jours, donc le prix varie, mais pas moins de 2 800 000 francs CFA. Vous vouliez dire quelque chose? Mais non, par rapport, c'est-à-dire le fait qu'il y a une période pendant laquelle la Umrah est arrêtée, ça s'explique aussi par des soucis organisationnels. Imaginez par exemple, si vous avez par exemple c'est-à-dire les Hajj, si c'est 2 millions et que vous avez encore des candidats au Umrah qui sont encore sur place, alors que toutes les installations ont des capacités d'accueil. Donc, afin de pouvoir gérer vraiment ces flux des pèlerins, donc il faut vraiment, c'est-à-dire évacuer les pèlerins de Umrah, afin vraiment qu'on ait de la place pour mieux gérer aussi les candidats. Sinon, ils risquent d'avoir vraiment, c'est-à-dire de ces charges. Monsieur, je vais laisser Monsieur Mega réagir tout à l'heure, mais Imam Diarra, le coût du Hajj et le coût de la Umrah, c'est à chaque fois il y a des débats autour. Les gens ne comprennent pas qui augmente quoi, qui diminue, qui peut diminuer. Ce n'est pas facile pour un simple candidat à Umrah de comprendre le mécanisme et comment le prix varie en fonction des différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais ce qui est là, quand même, le constat est là et que le prix augmente au fur et avec des années. Et aussi l'engouement, ce que je voulais ajouter, les gens commencent à comprendre ou à connaître la Umrah, qui était souvent, quand tu parlais aux Maliens, la Umrah, c'était méconnu, très méconnu. Mais récemment, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, et les gens commencent à comprendre la nécessité, l'importance, et les gens sont prêts à aller faire la Umrah. Donc cet engouement a suscité vraiment beaucoup d'intérêt au niveau des agents de voyage, et qui a fait aussi, même les autorités saoudiennes ont essayé aussi de mettre en place des dispositions pour faciliter aux gens l'acquisition de visas ou les conditions de la Umrah. Alors, en parlant justement du coût, vous aviez commencé à en parler tout à l'heure. Ce montant, le montant dont on parle, 2 millions ou 2 millions 800, ça prend tout de A à Z. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui est compris dans ce montant? Tout est compris dans ce montant, comme j'ai dit, dans le package. C'est un package. C'est un ensemble de services qu'on réunit dans un paquet de services. Donc, ça comprend tout. Par exemple, quand j'ai dit hors Ramadan, ça veut dire qu'à partir du premier mois lunaire, qu'on appelle Muharram, jusqu'à Shaban, le 8e mois lunaire, c'est le prix qu'on pratique. Maintenant, à partir du mois de Ramadan, les prix grimpent, les prix sont multipliés par 10. Parce que la demande est plus forte. La demande est très forte, effectivement. Et comme vous le savez, dans tous les pays du monde où il y a trop de visiteurs, où la demande des structures d'hébergement, de restauration, de transport aérien est très forte, et les prix sont très élevés. Les prix sont très élevés. Et ce qui explique un peu aussi la hausse des prix depuis 2022, après le corona, après la guerre en Ukraine, les coûts mondiaux ont grimpé et ça subit. Le monde est interdépendant. On est c'est la mondialisation. On est dans un village planétaire. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ailleurs, ça se ressent partout dans le monde. Surtout la Russie et l'Ukraine, c'est quand même des poumons économiques du monde. Donc on a vu que ça a joué sur l'ensemble de l'économie mondiale. Voilà. Donc, nous, en tant que mais est-ce que ce sont des service, prix uniformes? C'est le prix qu'on trouve dans votre agence, on trouve dans d'autres agences, ou bien ça varie en fonction des agences? Bon, c'est les prix, comme on dit, c'est les prix affichés. D'accord. C'est les prix affichés.
Bon, maintenant... Après, il peut y avoir des négociations. Non, on se limite à ça. On dit c'est le prix avisé. Voilà. Tiens, vous n'avez pas répondu à ma question. Imam Diarra, mais très rapidement, peut-être repréciser à nos téléspectateurs quelle est l'importance justement de faire la Umrah pendant le mois de Ramadan comparé aux autres mois, parce qu'on le dit, c'est la haute saison, mais pourquoi justement c'est bien de faire pendant ce mois de Ramadan? Le mois de Ramadan est un mois spécial, un mois particulier, un mois où les œuvres du bien sont multipliées à des coefficients que nul ne connaît si ce n'est Allah. Et la Umrah est recommandée à tout moment, mais c'est beaucoup recommandé dans les mois bénis de Ramadan. Et le prophète a parlé spécialement de celui qui accomplit la Umrah pendant le mois béni de Ramadan, qu'il a la récompense de celui qui a accompli le Hajj avec lui-même. Donc, on sait que les gens qui ont eu à faire la Hajj avec le prophète, c'était limité. Il était à peu près 14 000 compagnons, ils n'étaient pas assez. Et avoir cette récompense, ce mérite d'accomplir le Hajj avec le prophète, paix et salut sur lui, pousse beaucoup de gens à aller faire la Umrah dans les mois bénis de Ramadan, et précisément les 10 derniers jours. Et on sait que les 10 derniers jours, le mois de Ramadan, c'est des jours où peut-être il y a des nuits du destin et les gens qui veulent profiter aussi de cette période, chercher cette nuit, profiter du lieu saint qui est la Kaaba et tout ce qu'il y a comme mérite de la prière dans la mosquée. Et tout cela, c'est des éléments qui poussent les gens à choisir ces moments pour aller s'acquitter de la Umrah spéciale Ramadan. Merci donc de nous avoir fait cette précision qui est très importante. Je vous invite justement à poursuivre en regardant cette 4e infographie qui nous amène à parler de la répartition du quota du Hajj 2025. Et on parle de 13 323 pèlerins que le Mali pourra avoir en 2025. Donc c'est un quota qui est, arrêtez-moi monsieur Mega si je me trompe, mais c'est le même quota que l'année dernière. Dans la répartition, la filière gouvernementale a 2000 pèlerins, soit 15%. Le plus gros, j'ai envie de dire, le plus gros contingent revient au secteur privé, monsieur Mega, avec 11 323 pèlerins, soit 85%. Et si je ne me trompe pas, avec tout ça, le secteur privé en demande encore plus, mais c'est monsieur Mega ou bien... Oui, c'est normal. Nous sommes des commerçants. Hein? C'est vraiment pour maximiser le gain. Voilà. L'État n'a pas vocation à être commerçant. Donc, si on peut avoir plus, on demande toujours. Donc, c'est tout à fait normal de chercher toujours à faire le gain. C'est ça. Alors justement, monsieur Diaby, par rapport à la répartition, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été conseiller technique au ministère des Affaires religieuses et du culte. Donc vous avez bien entendu travaillé en tant que délégué général du Hajj. Le fait qu'on ait 15 et 85 d'un côté, c'est logique? Ça serait un peu prématuré de dire que c'est logique, mais ce n'est pas logique. Mais chaque époque a sa réalité. Et c'est très bien que avant, dans les années 2021 jusqu'à 2019-2021, le nombre des agences était un peu maîtrisé. Donc, à l'époque, je crois qu'à un moment, l'État avait même tenté d'aller à 2000, mais après, il a changé d'avis, de revenir encore à 1500, laissant encore plus de place, plus de marge quand même au secteur privé, parce que vraiment c'est un secteur qui mérite d'être encouragé, parce que tout ce que nous disons comme profit ou tout ce qui est entré au niveau de la caisse de l'État, c'est le secteur privé qui l'engendre. Donc le gouvernement n'a pas vocation quand même de faire quand même un commerce à ce niveau. Donc, à l'époque, c'est-à-dire les nombres qui étaient donnés au secteur privé étaient quand même très raisonnables et il n'y avait pas vraiment quand même beaucoup de remue-ménage. Mais dans ces derniers temps, nous constatons quand même que le secteur privé cherche encore plus, vu le nombre des agences qui a augmenté, mais aussi
le fait que la reproche principale des secteurs privés, la grief principale à l'endroit du gouvernement, c'est surtout le gouvernement n'a pas vocation de faire du commerce et le gouvernement doit jouer le rôle de régulateur. Alors ça va être difficile qu'on soit juge et parti. Je suis appelé à organiser, à emporter, à amener des clients, leur fournir un service. Au même moment, l'autre qui est de l'autre côté, je vais juger ce qu'il a fait. Alors que Cédrien Sègue m'occupe mes failles à mon niveau. Donc c'est un peu paradoxal. Et moi, je pense que il serait très important, c'est-à-dire ne serait-ce que pour une seule raison, le fait que donner plus de chances au secteur privé, ça va quand même donner certaine vitalité à l'économie. D'abord, ce sont les entreprises, ils payent des impôts, ils payent des taxes, ils payent des impôts, ils engagent des personnels, etc., etc. Et même les secteurs, c'est qu'il y a une innovation à la matière avant, c'est-à-dire l'aviation était gérée par des compagnies aériennes extérieures ou bien par des entreprises extérieures. Mais maintenant, c'est des Maliens même qui assurent même l'aviation même pour le gouvernement, des agences de voyage maliennes. Donc ça profite beaucoup plus à l'économie, c'est ce que vous voulez dire? Ça profite beaucoup à l'économie et ça donne une certaine vitalité aussi, vraiment, c'est-à-dire tout ce qu'on dit par rapport vraiment au secteur comment on appelle, économique et aux jeunes. Sans compter un pan très important de notre couche qui est vraiment, c'est-à-dire les arabophones, à peu près, je peux parler sous son contrôle, les agences, quand vous prenez vraiment les profils des promoteurs d'agences, à peu près 80, sinon à 85%, ce sont les détenteurs des diplômes arabophones. Donc, vraiment, ça fait un débouché pour tout cela. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'il serait mieux quand même de revoir la structuration de la chose. Peut-être l'État peut faire l'organisation d'une manière ou bien vraiment s'appuyer beaucoup sur le rôle de régulateur. Et à ce niveau, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, effectivement, j'aborde dans la même direction que M. Diaby. À mon avis, il faut rentabiliser les Hajj. Il faut vraiment rendre les secteurs de Hajj beaucoup plus actifs et qui contribuent à l'économie. Les Hajj apportent beaucoup de choses, mais on peut améliorer. Je pense que l'État, à mon avis, doit se retirer de l'organisation. Parce que tu ne peux pas être juge et parti en même temps. Mais est-ce que si l'État se retire, vous ne craignez pas qu'il y ait un désordre? Il n'y aura pas de désordre, à mon avis. Et il s'agit de mettre les garde-fous. Il s'agit de mettre les conditions qui sont là, que les agents doivent respecter, et il y a vraiment des suivis, qu'on puisse mettre vraiment de l'ordre dans le secteur. Et imaginez ces 2000 pèlerins qui sont dans les filières gouvernementales, ils payent moins que ceux qui vont dans les pays. On va le voir tout à l'heure. Vous en parlez justement, je vous invite à regarder cette infographie pour voir le coût du Hajj. On parle donc de 4 166 000 francs CFA pour la filière gouvernementale contre 4 675 000 francs pour la filière privée, pour le secteur privé. Et il y a clairement une différence de plus de 500 000. Monsieur Mega. Et cette différence s'explique surtout par effectivement la politique de 2 poids 2 mesures, comme mes collègues l'ont dit. Et on ne peut pas être juge parti. Vous voyez, il y a une partie des Maliens qui reçoit une subvention, des services subventionnés, et d'autres parties n'en bénéficient pas. Ce tarif-là, il n'est pas le tarif normal. Il y a des prestations qui sont subventionnées. Lesquelles, par exemple? Par exemple, l'accompagnement, tout ce qui est accompagnement, c'est subventionné. Tous les délégués, là, les accompagnateurs, là, c'est le budget national qui paye. Les pèlerins ne payent pas ça. Il y a beaucoup, même l'administration, parce que c'est la maison des Hajj qui fournit les papiers et tout. Tout ça, là, ce n'est pas budgétisé, l'électricité qu'il brûle, les papiers qu'il consomme. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, ce que vous voulez dire. Nous marquons une courte pause et dans quelques instants, nous verrons comment est-ce qu'on pourrait réduire le prix du Hajj et bien sûr de la Umrah, si c'est bien sûr possible. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau national et plus haut, c'est-à-dire au niveau de l'Arabie Saoudite. À tout à l'heure.
Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème est le lucratif business de la Umrah. Et pour en débattre, je suis toujours en compagnie de nos trois experts. Merci messieurs d'être restés sur le plateau. Je vais vous inviter à suivre ce point de vue qui va nous permettre de parler de la régulation du secteur. De la Covid-19 à aujourd'hui, ce qui est observable à travers le monde, c'est aussi une augmentation exponentielle des différents coûts de voyage. Pour le cas précis du Mali, c'est aussi lié au fait que la compétition elle est marginale entre les compagnies. Vous avez 2 ou 3 grandes compagnies qui desservent la péninsule arabique. De ce fait, naturellement, les compagnies qui desservent ces localités ont le choix de fixer le prix qui leur paraîtrait rentable. Or, s'il y avait une concurrence, naturellement, on allait assister à une certaine stagnation. Mais tel n'est pas le cas pour le contexte malien, d'où la flambée des prix. C'est vrai qu'il est important que le secteur soit davantage formalisé. On sait qu'aujourd'hui, la maison des Hajj joue un rôle important en termes de régulation du secteur. Mais cependant, lorsqu'on interroge les pèlerins, on se rend compte que cette floraison d'agences de voyage en charge de ces questions de pèlerinage expliquerait le pourquoi il y a quand même un sentiment de désordre, il y a même un sentiment de cupidité, un sentiment d'arnaque parfois qui pourrait être exprimé par des fidèles qui ont été victimes de la part d'un certain nombre d'agences, même si certaines agences continuent à accomplir justement le devoir qui est le leur, mais cependant la nécessité d'une régulation aujourd'hui est tout à fait sentie, ressentie par les musulmans. Messieurs, sentiment de désordre, vous partagez ce qui vient d'être dit. C'est une question qui vous est posée à tous les trois. Je vais commencer par vous, Monsieur Diaby. Floraison d'agences de voyage, une bonne chose ou une mauvaise chose à votre avis? C'est une bonne chose. La floraison d'agences de voyage, c'est une bonne chose. Parce que vraiment, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, ça profite vraiment, c'est-à-dire à une couche qui se sent un peu marginalisée, à savoir les arabophones. La floraison, elle est bonne, mais il faut que ça soit cadré. Cadré comment? Cadré par vraiment, c'est-à-dire non seulement l'État doit jouer son rôle, mettre vraiment des textes qu'il faut, je vois qu'ils sont là-dessus, ils ont déjà fait un texte dans ce sens, mais il faut que aussi ces textes-là soient suivis par vraiment, c'est-à-dire non seulement des contrôles, mais aussi par vraiment des mesures en cas vraiment de faute. Ce qui est très très difficile. Par exemple, moi j'amène par exemple des pèlerins en Arabie Saoudite, je les traite comme je le veux, sans qu'il y ait quelqu'un pour savoir, voilà, M. Diaby, les contrats qu'il a conclus avec, par exemple, ces pèlerins n'ont pas été respectés. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun moyen de pouvoir vraiment, c'est-à-dire... voir si le cahier de charge a été respecté. A été respecté. Parce que celui qui doit les faire n'a même pas le temps de les faire. Là, il est absent. Donc moi, je suis seul avec mes pèlerins. Donc c'est pour cela, je ne dis pas que j'appuie ce qu'il a dit, mais l'État doit trouver un moyen, un mécanisme quand même de contrôle vraiment, c'est-à-dire des cahiers de charges, même sur le sol saoudien. Je sais très bien qu'en amont, un grand effort est fait pour savoir est-ce que l'agence dispose vraiment, c'est-à-dire des documents nécessaires, est-ce qu'il est éligible au quota, voilà. Cela est fait en amont. Mais une fois de l'autre côté, il y a vraiment, c'est-à-dire il y a peu de suivi. Donc, à ce niveau, c'est très important. Mais depuis des années, Imam Diarra, depuis des années, on parle de réguler le secteur. Ce sont les mêmes griefs qui sont faits aux acteurs du secteur, même si certains se démarquent en faisant bien leur travail. Mais comment comprendre que depuis des années, qu'il n'y ait pas forcément autant de changements qu'on l'aurait souhaité? Bon, je pense vraiment qu'il faut avoir la volonté pour les changements. Il faut aussi avoir le courage. J'ai dit, par exemple, Diaby a parlé de contrôle à l'avant. En amont. Je pense que ce contrôle doit être beaucoup révisé, revoir. Ce n'est pas déjà le cas, il n'y a pas ce contrôle en amont Bon, il y en a. Par exemple, on demande à la veille pour avoir le quota, il faut fournir certains documents, montrer réellement. Mais rares sont des agences qui ont une comptabilité fiable. Là, un autre défi. Notre défi. Rares sont des agences qui font des déclarations correctes de leurs revenus. Donc, je pense que tout ça, l'État réellement pour gagner, et je pense qu'on peut rentabiliser les Hajj.
Et pour rentabiliser, il faut vraiment régulariser la structure, mettre en place vraiment des structures capables de pouvoir contrôler, de vérifier les cahiers de charges et permettre aux pèlerins, une fois que le cahier de charges n'est pas respecté par l'agence, le mécanisme de pouvoir peut-être saisir les autorités compétentes et voir qu'est-ce qu'il faut comme sanction pour l'agence qui ne respecte pas les cahiers de charges. Monsieur Maïga, on a parlé des bons élèves, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi de mauvais élèves dans votre secteur. Qu'est-ce qui est justement fait à travers votre syndicat? Vous avez commencé à en parler en début d'émission. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre organisation, de votre association, pour justement faire le tri, si je puis me permettre cette expression, c'est-à-dire enlever les mauvaises graines des bonnes? Oui, comme toute organisation, il y a des brebis galeuses. Bon, nous, au niveau de notre organisation, au niveau des associations du secteur privé, nous sommes réunis autour d'une commission d'organisation du Hajj. Il y a à peu près une dizaine d'associations qui se retrouvent autour de cette commission pour essayer d'organiser avec l'administration le Hajj. Donc, il y a fait, effectivement, en 2013 déjà, on avait mis en place un cahier de charges qui a été vite dépassé par les réalités du terrain. Et ce cahier de charges a été relu en 2016. Il a été relu en 2022. Pendant la période du corona, il a été relu. Donc, comme tous les textes, ils sont vite dépassés par le temps. Mais je pense que maintenant, on est vraiment dans une phase de normalisation du Hajj. L'Arabie Saoudite même prend l'affaire tellement au sérieux qu'il n'y a plus de place à l'amateurisme. Par exemple, vous avez dû entendre parler que le 14 février passé, on devrait faire tous les contrats d'hébergement. Tous les contrats, ce n'est pas seulement d'hébergement. Tous les contrats qu'il faut, l'hébergement, tout ce qu'on doit payer comme frais de visa, frais de restauration à Mina et Arafat, on doit les payer. Alors que nous, on n'a même pas atteint, on n'a pas dépassé les 30% de nos inscriptions, de notre inscription. Alors, et là, on a su comment? Parce que cette année, on a instauré une plateforme pour la gestion du quota qui posait vraiment problème. Parce que vous voyez, chaque année, le nombre d'agences augmente, le quota n'augmente pas. Donc chaque année, il y a une centaine, 100 agences qui s'ajoutent. Et le quota n'augmente pas. Le quota est resté même pendant 5 ans. Il y a une spéculation autour de ce quota. Donc maintenant, on a réfléchi avec la maison des Hajj, vraiment trouver la solution pour mettre un peu d'ordre d'abord sur la gestion du quota. Fait que ceux qui méritent le quota, ceux qui ont les pèlerins, ils puissent avoir le quota. Et vraiment arrêter cette spéculation autour du quota. Donc cette plateforme vous a permis de comprendre un peu, de voir les nouvelles réformes en Arabie Saoudite et de vous y adapter rapidement. On n'est pas totalement dans les nouvelles réformes en Arabie Saoudite parce qu'on aurait pu arrêter les inscriptions avant la date fatidique de l'Arabie Saoudite, la date du 14 février. Mais on était en retard par rapport même à cette plateforme. Donc ce qui fait qu'on n'a pas pu, contrairement à d'autres pays comme le Burkina, le Niger, qui ont arrêté les inscriptions depuis le mois de décembre, qui savent déjà le nombre qu'ils ont. Peut-être les pèlerins ont commencé à payer, ils ont commencé à avoir de l'argent pour aller faire payer les prestations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Si on ne s'organise pas, on va disparaître. On est obligé. Monsieur Diaby. Non, c'est pour abonder un peu dans le même sens que M. Maïga, sauf que c'est-à-dire la plateforme est une bonne chose. Mais est-ce que, c'est-à-dire la mesure d'application de cette plateforme a été bien mûrie? Nous sommes en phase projet, j'imagine. Ça n'a même pas été expérimenté d'abord. Donc, c'est là un peu mon inquiétude par rapport à cette plateforme. Parce que la plateforme, c'est pour vraiment, c'est-à-dire éviter, par exemple, quelqu'un qui a son agence dans sa poche puisse vraiment, c'est-à-dire prétendre vraiment organiser du Hajj. Donc, il s'agit du premier venu, premier servi. C'est comme cela. Si nous avons 10 quotas, si moi j'ai par exemple les 9, si j'introduis mes 9, je passe ce qui va rester, celui qui va venir après moi, il va le prendre. Donc c'est un peu cela. Donc c'est pour éviter que par exemple que des gens n'interceptent des pèlerins en cours de route et aller les revendre cher à d'autres personnes. Donc c'est un peu ça. Mais malheureusement, je ne sais pas trop. Nous sommes c'est un bon projet, c'est une très bonne initiative, mais ça demande quand même une certaine expérimentation pour voir vraiment, c'est-à-dire la réussite et voilà. Messieurs, je vous invite à regarder le cas d'école. Imam Diarra, je vous donne la parole juste après. Ce cas d'école qui va nous montrer à qui profite réellement, sinon beaucoup plus, la Oumra.
La Umrah, appelée communément le petit pèlerinage, est une pratique islamique consistant à se rendre à la Mecque en dehors de la période du Hajj. Bien qu'elle ne soit obligatoire, elle attire chaque année des millions de fidèles, contribuant ainsi fortement à l'économie de l'Arabie saoudite et dans une moindre mesure à celle des pays de départ. En 2019, donc bien avant la pandémie de Covid-19, les revenus du Hajj et la Umrah s'élevaient à plus de 7 300 milliards de francs CFA, soit près de 8% du produit intérieur brut du pays. Rien que l'année dernière, le poids de l'Umrah dans l'économie saoudienne s'élevait à plus de 3 000 milliards de francs CFA d'après les données de l'Autorité générale des statistiques d'Arabie saoudite, Gastat. Cette manne financière provient des dépenses des pèlerins en transport, hébergement, restauration et autres services liés à leur séjour. Les spécialistes expliquent que le petit pèlerinage a favorisé l'émergence de nombreuses entreprises spécialisées. La plupart innovent en proposant des formules tout inclus. C'est le cas par exemple des agences de voyage qui s'occupent du visa, du vol, de l'hébergement et du transfert, ce qui permet aux pèlerins de se concentrer pleinement sur leur adoration. Dans sa volonté de faciliter l'organisation et la fluidité des pèlerins, les autorités saoudiennes ont procédé à de nombreux changements ces dernières années. Le gouvernement a notamment lancé la plateforme Nossouk destinée à la planification et à la réservation pour le Hajj et la Umrah. Celle-ci a permis de simplifier les démarches des pèlerins et de centraliser les offres disponibles. Sur le plan infrastructurel, le Royaume a investi des milliards de dollars US. En 2018, l'un de ses projets phares a été inauguré. Il s'agit de la LGV Haramain, une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant la Mecque à Médine via Jeddah. Les économistes sont formels. La Umrah représente bien plus qu'un simple acte de foi. Elle est devenue pour l'Arabie saoudite un véritable moteur économique et entrepreneurial. Notons que le tourisme religieux constitue la seconde source de revenus du royaume après le pétrole. Le tourisme religieux, deuxième source de revenus du Royaume d'Arabie Saoudite après le pétrole. L'année dernière, le tourisme religieux a représenté 8%, a contribué à hauteur de 8% au PIB, Imam Diarra. Bon, ce n'est pas interdit religieusement. Le Coran nous parle que les Hajj et la Umrah, il y a l'aspect économique. Et chacun cherche à profiter, à tirer profit, ça ce n'est pas interdit. Aussi, il y a beaucoup d'autres choses, il y a des business qui se font, il y a des contrats qui se concluent, beaucoup de gens partent avec des partenaires, il y a des partenariats qui se font lors des Hajj, lors des Umrah. Donc vraiment c'est quelque chose, chacun doit chercher à rentabiliser chaque pays. Réellement comment les Hajj et la Umrah peuvent être rentables pour mon pays. Et je pense que c'est ça où la réflexion que nous devons mener ici. Et comme il a dit, il y a certains pays qui sont en avance. Le Niger ou le Burkina, ils ont pu réaliser certains avantages, la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas le Mali? Justement, je vous repose la question que vous posiez tout à l'heure et je vous pose la question à tous les trois. Comment justement rentabiliser davantage la Umrah, le Hajj au Mali? J'imagine qu'il faut faire tomber certaines barrières qui existent dès à présent. Oui, je pense tout d'abord que l'État joue son rôle de régulateur, que l'État vraiment se retire à mon avis, de l'organisation qui lui-même transporte les gens, non, mais plutôt qui vient à la position ou pour régulariser et mettre en place des dispositions. Quand on parle des quotas, pourquoi les quotas n'ont pas évolué? Ça fait quelques années. Ça fait 5 ans avant de faire là, évoluer c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas les agences qui vont négocier et qui peuvent faire bouger les quotas.
et on parle, il y a des bases de données qui sont là, qui doivent être actualisées. Ça, c'est le rôle de l'État. Et je pense que c'est 10% ou 5% de... C'est basé sur la statistique. Sur la statistique. Sur la démographie de la population. La démographie de la population qui doit être actualisée. Et c'est vrai que récemment, l'Institut national statistique a fait sortir le dernier recensement. J'imagine que les choses sont en cours pour faire évoluer. Après, je vous laisse réagir. Voilà, mais ça ne va pas évoluer sans l'intervention de l'État. Donc, c'est l'État qui doit intervenir là où il faut pour pouvoir faire augmenter les quotas du Mali. Je crois que par rapport à l'augmentation des quotas qui est liée à la démographie, je crois M. Maïga était avec nous c'était en 2019 déjà, lors de la rencontre préparatoire du Hajj avec les ministres saoudiens chargés du Hajj. On avait plaidé la cause et on a fourni un document. Ils nous ont dit que vraiment ils sont dans une période où ils sont en train de réorganiser les choses, mais qu'ils nous promettent qu'après 2010, c'était en 2010 ou 2019, je crois. Après, ils vont prendre notre doléance en compte. Mais je suis surpris aujourd'hui quand je vois encore c'est les mêmes chiffres. Donc, j'ai rejoint ce qu'il a dit. En fait, à chacun son rôle. Les agences ne vont pas plaider cette cause. Ils ne seront même pas écoutés, ils ne seront même pas reçus. Mais il y a des gens quand même qui sont vraiment, c'est-à-dire qui doivent faire ça d'État en État. Voilà, justement. Parce que cette rencontre, c'est d'État d'État. Et là, vous fournissez des documents. La dernière rencontre, nous, on était à 9 000, pendant que la population était à 15 000. Mais dans leur répertoire, ils avaient mis que la population malienne était à 9 millions d'habitants. Ça, c'était en 2015. Mais quand nous, on est venus, mais malheureusement, ça s'explique parce que les documents étaient écrits en arabe. Donc, ceux qui partaient négocier, et ils n'étaient pas des arabophones. Donc, ils ne savaient pas le contenu du document. Mais comment est-ce possible? Heureusement, non, je viens. Donc, nous, on a eu la chance, dans notre délégation, il y avait vraiment, c'est-à-dire des arabophones et autres là. Quand nous avons demandé, on dit, accordez-nous le temps pour qu'on aille à l'hôtel pour lire les documents. Quand on a vu les documents, on a vu 9 millions, les Mali, 9 millions d'habitants. On a mis la croix là-dessus. Et le lendemain, on a été les retrouver. Avant d'aller, on est rentré dans les choses, dans les nets pour faire sortir les rapports, comment on appelle, les recensements généraux, les derniers documents accompagnés, et on les a montrés. Ils disent, OK, cette année, c'est déjà signé, mais l'année prochaine, on va augmenter. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui fait qu'on est à 13 000. Donc, c'est la même chose, c'est la même démarche qui doit être faite chaque année pour vraiment, c'est-à-dire... Donc, ça, c'est par rapport à cela. Concernant la rentabilité, c'est tout à fait normal que l'Arabie Saoudite gagne vraiment la part des lions. C'est comme par exemple quand vous dites l'organisation du Cannes qui a eu la part des lions, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui ont les installations, c'est eux qui ont tout. Donc la même chose, mais nous devons trouver quand même des moyens internes. Je vous donne un exemple. Par exemple, si nous avons une compagnie à notre nom, par exemple, quand vous prenez les 3 millions, les 4 millions là, les billets d'avion seulement, ça coûte à peu près plus d'1 million souvent. À certaines périodes. Surtout, quand les Hajj s'approchent, souvent vous êtes à 1 500 000, 1 600 000 les billets. Les cadeaux que les gens apportent. Chaque pèlerin amène au moins à peu près 50 000 francs de cadeaux. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir afin qu'on puisse trouver un moyen, afin que vraiment, c'est-à-dire les gens puissent être accompagnés de certains trousseaux, mais inclus même dans les prix du pèlerinage. L'habit de ihram que les gens portent. On peut faire Made in Mali. Il y a certains pays qui le font. Donc, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels... Mais là, il faut qu'il y ait quelqu'un assis qui ne s'occupe que de cette tâche. Mais lorsque la personne qui doit les faire est aussi impliquée dans l'organisation de recherche du pèlerin, ça devient compliqué. Monsieur Diaby, vous avez dit quelque chose qui m'a tout de suite interpellé. C'est à l'hôtel que vous avez pris conscience que les documents étaient en arabe, que vous êtes revenu relire. Mais pardon de le dire ainsi, mais quel amateurisme on a eu jusque-là, ceux qui ont traité. Parce que j'imagine que quand on va traiter ce genre de choses dans des pays qui sont arabophones ou même anglophones, on va avec des personnes qui ont les compétences de ces pays-là, qui peuvent lire, interpréter un document. Comment comprendre? Là, ce que vous disiez, c'est que vous nous avez sauvés, entre guillemets, parce que si vous n'étiez pas, si votre équipe n'était pas vigilante, on serait aujourd'hui peut-être à 9 000. Et je voulais vraiment souligner très rapidement, Monsieur Maïga, sur le quota.
On est au même quota depuis quelques années. J'imagine que le Covid-19 aussi a quelque peu ralenti les choses. Mais au-delà du quota, aujourd'hui, on voit déjà certaines difficultés, même si quand on essaye de comparer, comparaison n'est pas raison, mais quand on regarde un peu ce qui se fait au Mali, comparé à d'autres pays, le Mali s'en sort plutôt bien. Parce que quand on voit les pèlerins maliens partir, ils sont plutôt dans de bons hôtels, ils sont bien nourris. Il y a d'autres qu'on abandonne, on voit même des vidéos sur les réseaux sociaux qui critiquent la gestion dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Le quota, effectivement, est resté un peu statique à cause du corona. Parce que déjà en 2022, quand on a repris le Hajj, le quota a été diminué d'à peu près 55%, de 45%. Voilà, donc on n'avait pas eu tout le quota, on a eu peut-être moins de la moitié. Hein. Ça, c'était le monde entier. Donc, il y avait la limitation de l'âge aussi. Bon, en 2023, on est revenu à la normale. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu partir en 2022 sont partis en 2023. Et en 2024, tout le monde n'a pas pu, c'est-à-dire le Mali n'a pas pu utiliser tout son quota. Il reste encore à peu près 3% du quota qui n'a pas été utilisé, à peu près 430 personnes qui restent. Donc, alors que, non, pas faute de clients. D'accord. Voilà, faute de clients. Donc, vous voyez, l'Arabie Saoudite aussi, c'est en fonction de la réalisation du quota. Ce n'est pas automatique. Il faut être sûr que le quota alloué, que vous puissiez vraiment l'utiliser. Logique, hein? Voilà. Parce que sinon, d'autres pays sont en attente pour ce quota-là. D'ailleurs, on nous disait que si le 14 février, on n'arrive pas à valoriser notre quota, on allait le retirer et le donner à d'autres personnes. On a réussi à le valoriser. On a réussi à le valoriser parce que ce qui était demandé, on a pu le payer. On a pu payer les frais demandés. Donc c'est bon. On a pu sauver cette carte. Mais le nombre de pèlerins, là, il faut encore attendre les prochaines semaines, c'est ça? Voilà, il faut attendre des semaines encore. Là, c'est jusqu'au mois d'avril pour pouvoir boucler, alors que d'autres pays ont fini les inscriptions. Donc maintenant, par rapport à la rentabilisation du Hajj, moi, je pense que le mieux pour nous, c'est de fixer un canevas de travail. C'est-à-dire dire que, par exemple, les inscriptions s'arrêtent à telle date. Et on va faire les contrats à telle date. Ce n'est pas aujourd'hui le cas? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là, pendant que d'autres rentrent dans l'avion, d'autres continuent à s'inscrire. Et ils veulent avoir la place dans l'avion, ce qui fait que on a eu des pèlerins qui ont eu des désagréments parce qu'ils n'ont pas pu partir. Ils ont eu le visa, mais il n'y avait pas de place dans les avions. Vous voyez, le pèlerinage, tout le monde utilise les mêmes services, les mêmes avions, les mêmes hôtels. Si on s'y prend à la dernière minute, on ne peut pas avoir les hôtels de notre choix. Comme vous l'avez dit, les Maliens sont relativement bien traités comparé à nos voisins du Niger ou du Burkina. Bon, on va pas citer des noms, on va dire non, parce que je cite les noms par rapport au prix. Par rapport au prix. Parce que les gens voient que notre prix est plus élevé que ces pays-là. Maintenant, il y a deux choses, il y a deux facteurs. Pour le Niger, en termes de vol, de temps de vol, le Niger est encore plus proche que le Mali. Le Burkina même est plus proche que le Mali. Tous les avions, en quittant l'Arabie Saoudite, ils quittent de ce côté-là. Donc il y a ça aussi, il y a ce facteur-là. Il y a aussi l'autre facteur, c'est que les Maliens logent plus proches que ces pays-là. Ce n'est pas leur jeter la pierre, mais c'est juste pour expliquer un peu pourquoi notre Hajj est un peu plus cher que ces pays-là. Et vous faites bien de le dire. Et il y a la nourriture aussi chez nous. Dans ces pays, il n'y a pas la nourriture dans ces pays-là. Ça, donc on n'inclut pas la nourriture dans le forfait. Non. Le billet d'avion, le visa, à la limite le logement. Voilà. Mais le Mali, c'est un package complet. C'est un package complet. Imam Diarra voulait réagir. Oui, qu'il faut revoir l'organisation. Il faut vraiment faire changer les choses. Quand M. Maïga dit vraiment on ne parvient pas à atteindre le quota, bon, je dis c'est lié à notre façon d'organiser. Tout le temps, c'est à la dernière minute que nous, les gens viennent s'inscrire. Il y a certains pays, la liste d'attente c'est 5 ans. D'autres sont à 2 ans. Et donc, c'est une question de méthode de travail. Et je pense que si on veut rétablir les Hajj, il faut qu'on accepte d'aller vers ces changements. Tout à fait. Et je pense que vraiment, le rôle de l'État est capital. Les agences aussi doivent sortir dans leur traditionnelle méthode de travail et qu'on aille vraiment que ce soit des véritables entreprises.
Messieurs, je vous invite à regarder ces 2 dernières infographies avant de boucler cette émission. Le petit pèlerinage au 3e trimestre 2024, c'était plus de 6 250 000 donc, pèlerins. Dans les 6 250 000, on avait plus de 3 340 000 internationaux et on avait au niveau domestique 2 millions, un peu plus de 2 900 000 donc, pèlerins, soit une augmentation en 2024 de 35% par rapport à 2023. Et en poursuivant toujours en regardant cette autre infographie, la Oumra, la tranche d'âge des personnes donc, qui ont effectué le petit pèlerinage en 2024, les internationaux, de 35 à 34 ans, on avait 17,6%. Et au niveau donc, des domestiques, au niveau du tourisme, du pèlerinage domestique, pardon, entre les 30 et 39 ans, on avait 29,2% et les plus de 65 ans, on avait 9,2% au niveau domestique. Messieurs, quand on regarde ces 2 dernières infographies, déjà sur le nombre de pèlerins, on se rend compte qu'effectivement, il y a plus de pèlerins pour la Oumra que de pèlerins pour le Hajj. Est-ce que c'est juste une affaire de coût ou c'est le fait que ce soit, que l'un soit saisonnier et que l'autre ne soit pas? Comment justement, comment analyser cet écart de plus de 4 millions, messieurs? Monsieur Mega, ok, après je vous donne la parole. Je pense que c'est plutôt le Hajj est très régulier. Il y a les quotas, il y a des quotas imposés au pays. Parce que le Hajj, contrairement à l'Umrah, le Hajj se déroule sur des sites où il y a pratiquement pas d'infrastructure de base à Mina ou à Arafat. Donc, alors que l'Umrah, ça se passe dans les villes de Madina et de Mecca, où il y a des hôtels. Mais le Hajj, tu ne peux pas amener aujourd'hui 3 millions de personnes à Mina et à Arafat. L'infrastructure n'existe pas. Même l'infrastructure qui existe pour les 2 millions, elle est dépassée. Pardon de vous interrompre 2 secondes, mais c'est juste pour bien comprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir ce nombre de pèlerins au niveau du Hajj augmenter? En tout cas, tant que les infrastructures n'évoluent pas. Ça veut dire parce que les sites de Mina et de Arafat, dont vous entendez parler, qui est la phase rituelle, là où se déroule même le Hajj proprement dit, qui est à Mina, Arafat. Il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, les tentes qui sont là-bas sont dépassées. C'est des tentes conçues dans les années 90 et elles sont dépassées. Aujourd'hui, on est à 2 millions de pèlerins. C'était des tentes conçues pour moins d'1 million de pèlerins. Donc, il faut que l'infrastructure suive. Aujourd'hui, il y a des projets de construction en hauteur. C'est-à-dire essayer de quitter les tentes et de faire des bâtiments en étage. Ça va permettre de loger le maximum de personnes. Aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, on a des problèmes de place. L'exiguïté des tentes est là, le problème de toilettes est là. Hein? Donc, on ne peut pas amener autant de personnes là-bas. Sinon, après, vous avez entendu parler des bousculades qui ont meurtrières. Tout à fait. Dont la dernière remonte en 2015. Tout à fait. Hein? Donc, depuis, ils ont fait des infrastructures au niveau de l'habitation de Satan qui permet aujourd'hui que tout le monde puisse le faire sans engorgement. Mais tant que ce n'est pas le cas, on n'augmente pas le nombre de tentes, on n'augmente pas le nombre de toilettes, on ne peut pas amener plus. En termes d'infrastructure, vraiment, il faut saluer comme les autorités saoudiennes. Et ils ont mis vraiment, c'est-à-dire les bouchées doubles à ce niveau, vraiment pour que vraiment les conditions d'organisation et d'hébergement puissent s'améliorer d'année en année. Mais pour ce qui est des cas spécifiques du Hajj, ce qui vient d'être dit par M. Maïga, c'est une réalité. Parce que les phases rituelles se déroulent sur des surfaces qui sont déjà délimitées depuis autant des prophètes qu'on ne peut pas dépasser. Donc, et ces surfaces doivent être bâties et les infrastructures sont vraiment un peu c'est-à-dire sont à un style où on ne peut pas vraiment, c'est-à-dire dépasser 2 millions. Donc, il va falloir vraiment revoir quand même la construction si on veut vraiment, c'est-à-dire aller en augmentation du nombre. L'autre aspect qui explique la différence entre les deux chiffres, ça c'est la Umrah, c'est l'ensemble de l'année, alors que les Hajj, c'est une fois dans l'année. Donc, le coût, bien sûr, le coût aussi peut être un facteur explicatif. Un facteur explicatif, oui. Imam Diarra, est-ce qu'il existe des solutions permettant de financer la Umrah autrement? Quelqu'un qui veut financer sa Umrah
par la tontine, par exemple? Je pense qu'il y a beaucoup de solutions innovantes, il y a beaucoup de propositions. Les gens sont en train de travailler là-dessus pour faciliter, permettre aux gens de pouvoir faire la Umrah ou de faire la Hajj. Aujourd'hui, les gens s'organisent autour comme vous avez dit, des tontines avec des critères qui sont bien déterminés par l'islam. Il ne faut pas que les gens soient marginalisés, il faut que vraiment il y ait l'équité entre les membres, que tout le monde puisse bénéficier, cela peut être fait. L'organisation interne vraiment va permettre, si réellement on se met à ça et on essaie d'améliorer, va permettre réellement de pouvoir réduire les coûts et de permettre à beaucoup de gens d'effectuer la Umrah et le Hajj. Et comme dans beaucoup de pays, les gens s'organisent par des colonies, par des groupes pour faire la Umrah à des prix vraiment qui sont très abordables. Et nous aussi, on peut les faire, mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de créativité. Et je pense que si on veut, on peut. Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La dernière question, elle est relativement simple. Est-ce que vous pensez qu'au Mali, on peut justement arriver à développer un tourisme islamique? Oui, tout à fait. Nous sommes un pays à plus de 95% musulmans. Il est sous le contrôle des religieux. On peut bien le faire. Il suffit, comme M. Diarra l'a dit, qu'on s'organise en groupe. Il faut que les gens comprennent que les voyages en groupe sont plus économiques que les voyages individuels. Donc, alors que la tendance aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que chacun veut aller seul avec son ami ou en famille faire l'Umrah. Alors que si on le fait en groupe, c'est encore beaucoup plus économique que de le faire à 2 ou à 3. Si tu le fais à 10, le prix va revenir beaucoup moins cher que quand tu le fais à 3 ou à 4. Je repose ma question autrement. Est-ce qu'au Mali, aujourd'hui, on a les sites? Est-ce qu'aujourd'hui, au Mali, on peut avoir des offres touristiques dans le secteur islamique? C'était ça ma question, Monsieur Diaby. Oui, à ce niveau, je crois que les sites ne manquent pas. Les sites ne manquent pas, même si vraiment il y a d'autres, il y a le contexte quand même qui rend un peu vraiment, ou bien qui peut handicaper vraiment cette initiative. Sinon, nous avons des sites tels que au niveau de Djenné, Tombouctou, et même vers là où il y a Amdallah. Donc tous ces sites des ziyaras qui peuvent être vraiment, c'est-à-dire expérimentés par les agences de voyage, afin vraiment, c'est-à-dire qu'on puisse permettre vraiment à la population de découvrir vraiment ces sites-là et connaître aussi notre réalité culturelle et religieuse. Oui, c'est tout à fait possible. On doit explorer. Il y en a beaucoup. Nous sommes un pays vraiment qui a connu l'islam, qui a beaucoup de traditions, beaucoup de sites religieux, malheureusement qui sont méconnus par nous-mêmes. Et je pense qu'avec ça, si on essaie de valoriser, ça va permettre aux Maliens de découvrir notre propre culture. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau d'Entreprendre, de nous édifier sur notre thème, le lucratif business de la Umrah. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir 3 invités, dont Imam Ousmane Diarra, expert comptable, membre du Haut Conseil islamique. Imam Diarra, je ne l'ai pas précisé, vous êtes également président d'une association de jeunes musulmans libanais. Voilà, qui œuvre donc à faire avancer l'islam, c'est bien cela? Tout à fait. Merci. Donc, vous avez également votre émission qui passe mercredi et jeudi. À quelle heure? À 12h30. Je vous fais un peu de promotion. Merci beaucoup, Imam Diarra, d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment également à Ibrahim Diaby. Vous êtes ancien délégué général du Hajj. Vous l'avez été de 2017 à 2019. Vous êtes ancien conseiller technique au ministère des Affaires religieuses et du culte de 2017 à 2021. Vous êtes professeur d'enseignement supérieur, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Merci également à notre invité principal, Amadou Arbokana Mega. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Dunia Travel Service. Vous êtes le secrétaire général de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt sur Thème.